cette troisième session qui s'appelle Archives, témoignages et mémoire vivante. Et je pense qu'Alain Gauthier aurait dû être aussi sur cette table de session. On va faire rapide parce que nous avons 30 minutes sur cette session. J'ai à mes côtés Patrick Radjeff, et j'expliquerai qui il est, ainsi que Rachid Rachikir. Et je vais, comme le dit mon ami Aristide Métret, il y a toujours un chapeau quand on prend la parole, et surtout quand on anime une tribune. Donc cette table ronde est une invitation à plonger dans une mémoire vivante, celle des femmes et des hommes, des idées et des combats qui ont façonné l'étoile nord-africaine. Car une question essentielle nous réunit. Comment préserver, transmettre et rendre accessibles des décennies d'engagement, de lutte et de vie militante? Comment éviter que cette mémoire collective ne s'efface avec le temps, emportant avec elle des héritages précieux pour les générations à venir en Algérie, en France, mais aussi dans un combat entièrement universel. Célébrer le centenaire de l'étoile nord-africaine, ce n'est pas seulement tourner les pages de l'histoire de l'Algérie et de celle de la France aussi, parce que ça fait partie de son histoire, c'est ouvrir une fenêtre sur des trajectoires humaines, des résistances, des espoirs. C'est faire entendre des voix parfois oubliées qui continuent pourtant de résonner aujourd'hui. Notre ambition est claire, redonner vie à cette mémoire, la rendre accessible, vivante, partageable, car comprendre notre histoire commune, c'est aussi mieux la transmettre et en saisir toute la portée dans un combat universel. Dans un monde où les logiques de domination, de racisme, de colonialisme, d'apartheid, d'impérialisme continuent de briser des vies, de détruire des populations, faire se croiser des histoires, faire vivre cette mémoire est un acte profondément politique. C'est éclairer le présent et armer les consciences pour l'avenir. Cette mémoire est une fenêtre ouverte sur le monde, un espace où l'humanité persiste, apprend, résiste et se souvient. Pour cette table ronde devait être présent M. Khalifa Mouderfi, militant du FLN et manifestant du 17 octobre 1961. Il est de ceux qui a témoigné de la violence policière à Paris, où le préfet Baron avait encouragé la répression brutale contre les Algériens. Malheureusement, il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Mais à mes côtés, j'ai Patrick Radjeff, né en 1945 d'un père algérien, Belkacem Radjeff, et non des moindres, qui est né en 1909, venu en France en 1924, à 15 ans, qui, après des allers-retours entre son village de Kabylie et la région parisienne, s'installe définitivement en 1930. Il repart dans son pays d'Algérie en 1962. Vous le dites, Patrick Radjeff, votre père a eu une vie très riche intellectuellement et très mouvementée, due à sa participation au mouvement successif des Algériens pour aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Votre prise de conscience sur le rôle de votre père au sein de l'étoile nord-africaine, vous le devez à la thèse d'Elisabeth Cauchois qui vous a interrogé afin de l'aider dans la rédaction de son mémoire de maîtrise à l'Université de Paris. Je viens vers vous avec deux questions qui me semblent essentielles. Quelles sont les motivations de ce jeune homme, Belkacem Radjeff, de 19 ans, pour rejoindre l'étoile nord-africaine, et quelle est l'importance de son rôle dans les orientations politiques de l'étoile nord-africaine? Merci. Merci, madame. C'est toujours un moment d'émotion, bien sûr, de parler de son père, et du mien en particulier. En fait, pourquoi il est rentré dans ce mouvement? D'abord, il est né en 1909, comme vous l'avez indiqué, mais son père est mort en 1910, donc il n'a pas connu son père. Quasiment pas. Il a été élevé dans une fratrie, ils étaient trois. Son frère aîné, Ali, avait 10 ans de plus que lui.
Et c'est lui qui l'a fait venir en France quand il avait 15 ans. Et il a rencontré, donc, à ce moment-là, il a rencontré tous les problèmes que rencontraient les Algériens, le racisme, il a travaillé dans des usines, etc. Donc c'était très dur, c'était très dur pour lui. Mais il a eu l'occasion de revenir en 1930. Il a rencontré Mohamed Saïd Jilani, qui était un garçon de son village. Et Saïd Jilani, on en a très peu parlé, mais Saïd Jilani était un membre du Parti communiste avec Hadj Ali Abdel Taher. C'était les deux qui étaient membres du Parti communiste et qui donc ont créé avec Messali, ont été les premiers à mettre en place cette organisation. Saïd Jilani, en fait, rencontre mon père et il lui donne un bouquin, un petit fascicule, lui dit voilà, c'est notre journal, ça s'appelle El Houma. Pour ceux qui ne parlent pas, moi je ne parle pas ni l'arabe ni le kabyle, mais j'ai appris un peu quelques mots, mais El Houma, c'est le peuple, la communauté plus exactement. Donc il a voulu payer le journal, donc il n'était pas très riche, mais donc il a donné 5 francs pour acheter le journal, et Sijilani lui dit j'ai pas besoin de ton argent, ce qu'il faut c'est que tous ces documents-là, il faut que tu ailles les distribuer. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans le mouvement. Comme il était très jeune, il avait pris Messali, c'était un peu son père d'adoption, parce qu'il avait le même âge que son frère d'adoption, pardon. Son frère Ali avait le même âge que Messali. Donc, comme c'était un tout jeune homme, il s'est lancé dans le combat de la distribution, et puis c'était devenu aussi un très bon narrateur. Donc il a tout de suite eu la responsabilité, puisqu'à un moment donné, il a été donc le trésorier du PPA notamment. Et puis il a continué alors son engagement, c'était, en fait, il a écrit quelque part, donc il a laissé quelques traces. Ils écrivaient très peu à ce moment-là, à l'époque des faits, quand ils étaient dans l'action, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais mon père a été interrogé après, et il a donc écrit en quelque sorte, pas ses mémoires, mais il a rempli un questionnaire dans lequel il relate tout un tas de faits dont on a parlé, avec une certaine précision, parce qu'il avait une bonne mémoire. Donc, il a travaillé, il a milité, et surtout, comme il a dit à un moment donné, on en avait marre de la colonisation, de l'administration française et des caïds qui nous martyrisaient en Algérie. Alors, quand il est arrivé en France, il est reparti en Algérie plusieurs fois, de manière clandestine, parce qu'il était recherché sans arrêt. Et donc, mais il avait dit je ne réinstallerai en Algérie que quand l'Algérie sera indépendante. Je crois qu'il n'y croyait pas beaucoup à l'indépendance à cette époque-là. Je crois qu'il a été surpris du résultat, en fait, en quelque sorte, parce que c'était vraiment très dur. Et ce qu'il a fait quand il est revenu en Algérie, il a dit je ne voulais plus faire de politique. Il a dit moi je ne veux plus faire de politique, ce que je veux faire, c'est que je veux m'occuper de l'avenir. Alors c'est le point qui différencie de Messali, parce qu'on sait maintenant que Messali n'avait pas de programme pour l'avenir. Ce qui l'intéressait, c'est d'être le chef de la communauté, et il n'avait pas trop réfléchi à la suite. Bon, à contrario, mon père lui avait souhaité qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des études, donc il a favorisé les étudiants, et il y avait donc beaucoup de cadres de l'Algérie qui sont passés par le comité central du MTLD notamment, et si ça a tout un tas de noms, des médecins, d'ailleurs en l'occurrence ça m'a rappelé un événement de jeunesse, c'est que quand j'avais 10 ans, j'ai eu la tuberculose,
Et j'ai été soigné à l'hôpital franco-musulman qui s'appelle l'hôpital Avicenne. J'ai été soigné par Champé Mostefa. Donc il était un très grand messaliste, il était un grand copain de mon père, il se connaissait très bien. Alors, donc il était engagé dans le mouvement, c'était aussi un bon orateur. Quand Aït Ahmed a écrit ses mémoires, il a dit que Belkacem construisait ses discours comme un maçon kabyle monte son mur. Alors, comme moi je suis le plus jeune de la fratrie, je suis né en 1945, il y a deux éléments qui m'ont marqué. La première rencontre que j'ai eue avec l'Algérie, en quelque sorte, elle est assez tragique, parce qu'en 1945, 6 semaines après, il y a eu les événements de Sétif, comme tout le monde le sait. Mon père était recherché par la police, ici penché en Belgique. Il a laissé sa femme avec ses 3 enfants. J'ai appris à 60 ans que j'avais été en prison avec ma mère, comme otage. Donc, voilà. Excusez-moi. Je me dis à chaque fois que je vais arriver à parler sans perdre la parole. Mais voilà, c'est ça, c'est comme ça que j'ai rencontré l'Algérie. Et je suis allé en Algérie seulement pour la première fois en 1962. Alors, mon père avait juste un point de détail quand même qui est important. C'est comme c'était un des leaders du MTLD. Je crois que c'était lui le propriétaire des bureaux du MTLD, de manière officieuse, parce que tout ça c'était un peu clandestin. C'est au 22 rue Xavier Clubas, pour ceux qui connaissent, dans la région parisienne. Et donc, il a été arrêté le 23 décembre 1954, c'est-à-dire 6 semaines, parce qu'il n'avait pas participé, il n'avait pas participé des 22 qui ont lancé la révolution, mais il a fait partie j'ai été consulter son dossier de police, et il était membre du CREA. Le CREA, c'est l'ancêtre du FLN. Et pour moi, il avait un rôle important, parce que vous posez la question aussi de savoir quelle était son importance dans ce milieu. Pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, je crois que sa ligne de conduite, il était, on veut l'indépendance, on veut gagner la bataille, et surtout, il faut rester solidaire. Il était opposé à tous ceux qui essayaient de faire un pas de côté, pour une raison ou pour une autre, etc. Et notamment, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de le dire, il a rompu le contact avec Messali, qui le considérait un peu comme son petit frère, etc. Parce que Messali avait demandé les pleins pouvoirs et la présidence à vie. Et mon père, il a dit c'est pas possible. Il est allé le voir en Belgique. Parce qu'il est Messali à Ordu, je crois. Il est allé le voir et au retour, il a écrit, j'ai la phrase écrite, et Messali lui a dit on ne fait pas de mal sous cadet. Voilà. Donc mon père a dit non, pas question. Donc il a rompu avec Messali et il était du côté de l'unité centrale, qui n'était pas, comme certains le disent, un club de bourgeois, c'était simplement des gens qui avaient fait des études. Ils avaient acheté un immeuble au 115 boulevard Saint-Michel, et c'était le lieu de rencontre des étudiants algériens, marocains, tunisiens. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est bon, nous sommes arrivés à nos 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Patrick Raviette, parce que ça fait la
la transition avec le second intervenant, Rachid Fkir. Vous êtes enseignant dans le secondaire et défenseur des droits humains, RIFA. Vous êtes diplômé en sociologie politique de l'Université Paris 8. Vos travaux portent sur la construction des États, les régimes politiques et les mobilisations, avec une attention particulière aux périphéries et aux régions à forte identité comme le Rif au nord du Maroc. Observateur des nationalismes, des dynamismes du pouvoir et des résistances en Afrique du Nord, vous vous intéressez à la fabrique de l'État et aux contre-modèles émergents. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux puisque vous publiez des analyses critiques. Depuis plusieurs années, vous êtes engagé au sein de collectifs de soutien au peuple en lutte, notamment à Mazir, pour créer des ponts entre les peuples depuis l'espace diasporique dont on a beaucoup évoqué la question cet après-midi. Il y a plus d'une soixantaine d'années, Mélia Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, décédé au Caire. Il est le héros de la guerre du Rif face à l'occupation espagnole et artisan de la première république d'Afrique du Nord. Il est nécessaire de rappeler, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, que cette première république d'Afrique du Nord se composait de 18 tribus et donc de 3 millions d'habitants. Que pendant cette guerre du Rif, sont morts près de 30 000 Marocains, plus de 50 000 Espagnols et environ 10 000 Français, parce que la France s'est envolée dans cette guerre en 1924. Face à cette organisation, justement, cette première république du Rif, les puissances coloniales vont réagir, et ça va être la fin de cette république le 27 mai 2026. Nous sommes aussi dans le 100e anniversaire de cette première république du Rif, donc première guerre anticoloniale qui va s'opposer au colonialisme espagnol. Et quand, on va dire, l'acte de décès de la première république du Rif arrive, derrière, il y a la naissance de l'étoile nord-africaine, avec des instigateurs comme Cheikh Khayrallah, premier président de l'étoile nord-africaine, Pierre Abdelkader, Salih Hadj, etc. Mes questions pour vous, Rachid, sont quel est l'héritage de cette première république du Rif dans la construction des idées anticoloniales au moment de la création de l'étoile nord-africaine, mais surtout aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup évoqué les jeunes générations et le fait de la nécessité de cette transmission, quel est son héritage aujourd'hui face aux idées et surtout au mouvement anti-impérialiste dans les enjeux de solidarité internationale. Alors, est-ce qu'il va aller jusque-là? Azoul, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Donc tout d'abord, je remercie justement les organisateurs de cet événement. Je leur remercie aussi pour la qualité de l'événement. Je remercie aussi pour la sidération. Et alors je suis très heureux ici de me retrouver ici pour cette panel qui contraste générationnel. Et j'ai beaucoup découvert de choses, de connaissances structurées, des savoirs structurés en venant à cette rencontre, à ce colloque, puisque j'avais déjà entendu parler justement de l'ENA, de l'étoile nord-africaine, mais effectivement, donc c'est sur la base de connaissances sur Internet, bien évidemment, parce que c'est le média le plus utilisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc, j'ai été confronté à des historiens qui ont apporté beaucoup d'analyses à propos de l'organisation, mais aussi de l'époque des années 20, qui est une décennie justement de la fabrique de pensée anticoloniale. Alors, bien évidemment, donc, si je suis ici, c'est pour évoquer une figure sur laquelle l'avènement de l'étoile nord-africaine ne saurait se comprendre. Je veux parler de Paris. Bien évidemment, mon propos n'est pas de parler de sa trajectoire, parce que tu l'as fait. Tu as résumé quelque part justement sa trajectoire. Je ne vais pas parler aussi de sa pensée, puisque sa pensée, la profondeur de sa pensée est difficile à restituer en 10 minutes. Ce que je vais faire, c'est simplement parler en tant que jeune enfant de ma génération et évidemment répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui reste justement de ce paysage. Alors
Donc ce n'est pas par nostalgie ou par culte du passé, c'est parce que tout simplement parler d'Al Khattabi, c'est aussi parce que ça résonne, son combat résonne étrangement avec le nôtre aujourd'hui. Les temps se défendent, mais la mécanique est toujours la même, reste inchangée. Al Khattabi, son projet politique, c'est une espèce de... C'est pour évoquer justement donc, une métaphore, c'est une espèce de flamme que rien ne saurait éteindre. Et on pourrait se poser la question donc pourquoi, en quoi ça reste toujours d'actualité. Lorsque je parle de son projet, c'est ce souffle original, c'est ce projet sociétal, ce sont des pensées philosophiques, culturelles, des valeurs, une certaine éthique politique, et bien évidemment, pour résumer, donc, ce patrimoine matériel très précieux. Donc, avant de répondre, donc, je rappelais un fait essentiel que tu viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire 1926, qui voit l'avènement de l'ENA, l'étoile nord-africaine. Donc, cette même année marque aussi la fin de la guerre du Rif, et donc la fin d'un conflit dont nous célébrons, et je remercie bien de souligner le mot célébrer, nous célébrons aujourd'hui le centenaire. Donc, voilà. Cette fin de la guerre du Rif correspond donc à la défaite d'Abdelkrim, à l'effondrement de son gouvernement et à son exil forcé à la Réunion. Juste une petite parenthèse, en fait, la véritable fin de la guerre du Rif, selon tous les historiens, c'est en 1927, puisque après la reddition de Al-Khattabi, il y avait toujours des poches de résistance un peu partout dans le Rif. Voilà, donc c'est 27, 2027, 2026, mais la date 2026 a été retenue pour formaliser justement la fin de la guerre du Rif. Donc il y a une seule date de destinée, l'avènement ou l'achèvement de l'une, l'avènement de l'autre. Est-ce que c'est un hasard? Je pense que c'est non, puisqu'on pourrait penser ça comme on pourrait voir ça comme une espèce de passage de relais, une flamme qui se transmet d'une main à l'autre en silence. Cette défaite, je disais tout à l'heure célébrée, donc cette défaite, effectivement, donc nous ne la pleurons pas, elle est célébrée comme une victoire. Car honorer une défaite, c'est reconnaître aussi la valeur d'un combat, le sacrifice consenti, la dignité préservée malgré l'échec. Lorsque l'étoile nord-africaine est née dans les années 20, donc elle portait un idéal commun du Maghreb en Afrique du Nord, après Outanazara, comme vous appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, l'idéal commun, c'est la liberté. Donc ces militants regardent vers Abdelkrim comme étant vainqueur donc, des Espagnols, des armées espagnoles à Noël en 1921. Il incarne la première république moderne de la région. Pour l'ENA, son héritage est double, donc lutte armée contre le colonialisme et souveraineté populaire. C'est aussi ce pourquoi Khattabi, à travers son organisation et la mécanique, tout ce qu'il avait mis en place pour pouvoir lutter contre les Espagnols, c'était dans la perspective perspective anticoloniale et pour la liberté et la souveraineté populaire. Dans son congrès, dans ses rencontres, donc l'ENA, le nom d'Abdelkrim Khattabi donc résonne comme une promesse. Donc la colonisation n'est pas éternelle, et le Rif justement avait déjà montré le chemin de la résistance. Je ne peux pas intervenir, prendre la parole sans parler justement du contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est un contexte justement de rétrécissement des libertés. C'est dans ce cadre que j'exprime ma solidarité avec nos camarades, les détenus politiques de Harel du Rif. Donc des jeunes gens qui courent, qui sont en prison, qui ont sacrifié justement leur liberté pour le bien commun, pour le bénéfice de chacun. Tous ont été injustement et arbitrairement condamnés jusqu'à 20 ans de prison. Et bien évidemment, j'exprime naturellement ma solidarité avec tous les détenus politiques, où que ce soit, et sans condition aucune. Donc là, un seul message, une seule exigence, leur libération immédiate et sans condition. Être libre aujourd'hui, donc c'est pouvoir agir, c'est s'exprimer et vivre selon ce qui nous définit, nos valeurs, notamment nos croyances et nos désirs. Mais en s'étant troublé, donc ces libertés issues d'un assaut sans précédent des autocraties, lesquelles tentent par tous les moyens de les étouffer, de les bafouer, d'enfermer vainement des corps et des esprits. Évoquer la philosophie de la liberté et de l'éducation émancipatrice, c'est nécessairement convoquer Abdelkrim Khattabi,
qu'on appelle Abdelkrim, parce que le nom d'Abdelkrim, c'est le nom de son père, lui, il s'appelle Mohamed Misnaf al-Khattabi. Mais par commodité de langage, on utilise Abdelkrim pour faire passer le message plus rapidement. Donc, on ne peut pas parler de la philosophie de la liberté et de l'éducation émancipatrice qu'on a convoqué Abdelkrim, qui est une figure majeure, car il a voué toute sa vie à combattre toute domination prédatrice et toute hégémonie. Par son action décisive dans l'histoire du RIF, du Maroc et de l'Afrique du Nord, et par extension de tiers-monde, Abdelkrim a laissé à sa pensée profondément émancipatrice une mémoire qui continue d'alimenter et d'inspirer les idées en matière de lutte contemporaine. Il fut tout à la fois un résistant, un djihad, et vainqueur des Espagnols, un magistrat, politicien, un stratège militaire talentueux, un homme d'État. Un homme d'État et justement donc fondateur de la République des tribus confédérées du RIF, et bien évidemment un précurseur de la lutte anticoloniale en Afrique du Nord, figure de l'internationalisme et de l'anticolonialisme. Alors maintenant, effectivement, aujourd'hui à ta question, savoir son héritage, moi je dirais, c'est-à-dire à mon humble avis et selon ce que je vois dans son héritage, chacun peut l'approprier à sa manière, chacun en tire ce qu'il désire, donc des artistes à travers leurs mélodies, les militants dans leurs revendications, les jeunes au cours de leur pratique et les combattants de la liberté dans le socle de leurs principes. Mais le point commun, le dénominateur commun, c'est une même admiration pour sa mémoire. Ce que fut son combat habite désormais les profondeurs de la conscience collective. Il demeure un modèle, une référence, un phare. Ses idées, loin de s'éteindre, continuent d'enflammer la résistance contre les oppressions contemporaines. Alors, vaincu par les canons, trahi par le sultan, exilé loin de sa terre natale, Abdelkrim aurait pu sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, sa mémoire est plus vivace que jamais. Rappelons-le, donc cette mémoire a longtemps été soit combattue, biaisée, soumise à des interprétations malsaines, à des tentatives d'appropriation illégitimes. On la manie pour qu'elle coïncide avec la vérité officielle, ce qui relève d'un formatage, rien d'autre. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le RIF, donc, il y a toujours chaque année le 20, le juillet, chaque mois de juillet de chaque année, donc les activistes ricains veulent honorer pacifiquement la bataille d'Anoual, la bataille que bien évidemment avec tous les résistants ont pu donc gagner face aux Espagnols, donc était les États-Unis, l'équivalent des États-Unis d'aujourd'hui. Donc leur seul crime à se souvenir, l'État marocain leur envoie chaque fois qu'il y a une tentative justement d'organiser une action de commémoration, donc un bataillon anti-émeute pour les disperser comme des malfrats. Et bien évidemment, seul une officine officielle a le droit de s'emparer de cette mémoire, et tandis que le reste du peuple, lui, doit se taire. Bref, en fait, tout est fait pour que cette figure de l'émancipation ne brille plus de son éclat véritable. Le récit national a été structuré sur le déni, l'invisibilisation, la minimisation, le mépris du personnage, son œuvre et ses idées. Pendant des décennies, donc les manuels scolaires du Maroc indépendant ont fait table rase de cette expérience singulière et la réalité de la République du RIF. Donc parler d'Abdelkrim fut un crime de lèse-majesté, c'était rappeler qu'un sultan à la huitaine, donc un aïeul, s'était allié à des puissances occupantes contre un peuple démuni. Rien n'est fait puisque la mémoire résiste clandestine, obstinée sur notre présent, tant que le rêve encore d'un monde libéré des tutelles prédatrices et de mort d'actualité. Aujourd'hui, encore, sa mémoire est déformée par le roman national et ce jusque dans l'intelligentsia, l'élite culturelle ainsi que la communauté des historiens du Serail, tous fabriquent un récit qu'attend le pouvoir, une machine à produire de l'obéissance déguisée en savoir, ceux qui osent aborder une histoire savante, une histoire critique, une histoire qui problématise, ceux-là, ils sont mal vus. Abdelkrim nous a montré que la petitesse, c'est ça effectivement la leçon qu'on pourrait tirer de son expérience, de sa trajectoire, c'est qu'un petit peuple, ou plutôt la petitesse d'un peuple, n'est pas une fatalité face à la grande oppression des puissances.
Leur supériorité matérielle, aussi écrasante soit-elle, celle de deux mondes, trois vertus, un peu de courage, un dévouement organisé et une détermination sans faille. Et donc, son histoire nous rappelle qu'un peuple qui se souvient de ses luttes est un peuple que l'on ne domine pas facilement. Il nous a appris que la liberté ne se dérive pas, ne se décrète pas, mais se vit, se transmet et se défend. Et j'en termine avec un témoignage de Jacques Vergès qui donne, qui au sujet de la bouffée d'Artabé. Il disait que c'était un personnage de légende, il avait été vaincu, mais il avait l'air de vainqueur. Quand il parlait au capitaine de gendarmerie qui le suivait dans tout le temps, c'était un prince qui parlait à son chabouche, le monde à l'envers. Donc, bien que battu en raison des contingences politiques et géopolitiques de l'époque, qui ne lui ont laissé guère des moyens d'action, reste vainqueur. Et j'en termine avec la dernière citation de la qui disait que la volonté d'être libre ne meurt pas, et la détermination de notre peuple survivra à la puissance de nos oppresseurs. Et merci. Pas très long, très court. On a parlé des femmes tout à l'heure. Donc effectivement, il faut savoir que dans les années 20 et 30, il n'y avait que des hommes qui émigraient, les femmes algériennes très peu. Donc pratiquement tous les leaders, Sali entre autres, mon père et d'autres, étaient mariés avec des femmes françaises. Et je vous rappelle que les femmes françaises qui se marient avec un indigène perdaient leur nationalité jusqu'en 1935. Et vous avez assez gardé en 43 ans. Merci. Merci beaucoup à mes deux c'était un moment important d'avoir cette session aussi sur la mémoire vivante, parce que tout à l'heure quelqu'un l'a rappelé, aujourd'hui nous sommes Français et Françaises pour la majorité d'entre nous, avec une citoyenneté que nous revendiquons et que certains aimeraient nous retirer et faire que notre culture et notre double culture disparaissent au nom d'une assimilation. Nous aussi, nous proclamons notre indépendance de penser et surtout notre défense des libertés démocratiques et d'une justice sociale dans ce pays. Merci.